Bordeaux a pas joué et Marseille a géré, donc c'est un match un peu chiant à regarder, quoi. Ouais, vous êtes carrément chiant, ouais. Ouais, ouais, Nicolas. Sur le côté chiant à regarder, je suis à peu près d'accord. C'est vrai que c'était un peu décevant vu l'ambiance qu'il y avait au stade. En plus, il y avait vraiment une ambiance de sommet, de gros match. Et c'est vrai que bon, le match en lui-même n'a pas atteint les sommets. Après, moi, j'ai pas complètement la même analyse et pas vraiment le vécu sur le fait que Bordeaux n'ait pas joué sur le début du match. On en a parlé un petit peu hier avec Didier. Moi, j'ai vraiment eu l'impression parce que Marseille a mis beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité d'entrée avec un pressing haut, beaucoup d'agressivité. Et j'ai vraiment l'impression que les Girondins se sont perdus là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas réussi à ressortir le ballon. Ils perdaient le ballon tout de suite. Et du coup, ils ont beaucoup reculé. Ils ont pas réussi à tenir le ballon. C'est vrai que pendant une demi-heure, ils ont eu la tête sous l'eau, quoi. C'est-à-dire que là, c'est à la demi-heure de jeu. Je crois que j'ai regardé la possession. C'était 71-29. Donc, ce qui est énorme. Mais c'est dû à quoi, c'est l'agressivité marseillaise, la difficulté à ressortir le ballon, techniquement, à trouver des relais au milieu, à pouvoir trouver un point d'appui devant. Et donc, du coup, petit à petit, à force de rendre le ballon et de subir les vagues, ils ont reculé et ça a été une attaque-défense pendant une demi-heure. Ouais, après, il y a eu le premier but. Après, ça a un peu changé, effectivement, parce que après, effectivement, Marseille est passé dans un mode un peu plus gestion, effectivement. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi, parce que j'ai trouvé que oui, Marseille a mis une grosse pression pendant une demi-heure, mais a eu beaucoup la possession de balle, mais Bordeaux est un peu retombé dans ce qu'on avait vu un peu avant, c'est-à-dire que ils ont mis un bloc assez compact, mais sans aller vraiment chercher l'adversaire, sans chercher à vouloir récupérer le ballon. Ils ont cherché à pas être dépassés, à pas être en danger, mais à aucun moment pratiquement dans la première demi-heure, ils ont cherché à vraiment récupérer le ballon. Et après dans la position, oui, il y a eu du déchet parce que chaque fois qu'on l'a récupéré, on était agressé par les Marseillais. Mais c'est surtout on était bien en place, bien en bloc. Mais il n'y a pas eu l'agressivité qu'il y a pu y avoir contre Lyon, qu'il y a pu y avoir même à Nantes ou à Strasbourg, où là cette équipe-là, elle cherchait à récupérer le ballon. Alors que là, elle cherchait à pas être mise en danger, pas laisser d'espace à l'adversaire, mais rarement à vouloir la récupérer. Oui, ils ont pas défendu en avançant, ça c'est clair. Le bloc a essayé de remonter sur les deux, 3 fois en première mi-temps, c'est 3 fois maximum, mais où ils ont été dans la surface adverse. Le bloc a essayé de remonter, mais ça a jamais duré longtemps. Et effectivement, on sentait la crainte effectivement à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vrai qu'ils défendaient pas en avant. Vraiment, c'est impressionnant. La priorité, c'était de pas laisser d'espace. Et en faisant ça, ça les a fait déjouer. Et ils ont beaucoup moins défendu en avançant qu'ils ont pu le faire sur les autres matchs. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas joué, parce que finalement les ballons qu'ils auraient pu récupérer sur l'agressivité offensive, chaque joueur s'arrêtait peut-être à 1 mètre pour finalement pas être éliminé. Alors, je rappelle que vous pouvez réagir et interagir avec nous sur Twitter avec le hashtag WGLeTalk. N'hésitez pas à poser vos questions et vos réactions. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Oui, tout à fait, comme quoi Bordeaux avait eu justement cette étrange peur d'avoir joué, parce qu'après avoir battu Lyon, après avoir battu je ne sais plus 3 par la Nantes, donc c'est vraiment le premier gros test pour les Girondins après être revenus en pleine forme. Donc il y avait comme une sorte de pression supplémentaire qui se dégageait des Girondins, et justement on dirait qu'ils se sont fait un peu bouffés par la pression. Donc c'est un peu dommage pour eux, je trouve. Florian ? Ouais, moi je me suis ennuyé pendant 90 minutes, j'ai attendu qu'il se passe quelque chose. J'avais envie, j'ai été frustré après ce match de voir qu'il ne se passait rien. On n'a pas joué les coups à fond. Et en première mi-temps, moi c'est pour ça, on en parlait avec Nico, comme ça on n'était pas trop d'accord tous les deux sur Twitter, c'est que je trouvais que Bordeaux n'avait pas joué dans le sens qu'en première mi-temps il y avait des coups qui ont été possibles, avec Malcolm notamment qui remontait le ballon, mais ça attaquait à 2. Et c'est là que je dis que ça n'a pas joué, c'est que ça attaquait à 2. C'est que derrière, il n'y avait pas de renfort. Et ça, c'est. Alors, je dis pas que c'est. Quand je dis ils n'ont pas joué, c'est pas de dire ils foutent rien. C'est pas la question. C'est pas le propos. Mais le propos, c'est de dire que peut-être qu'inconsciemment, il n'y avait pas le mental pour aller jouer une victoire à Marseille ou essayer de tenter un coup et de jouer libéré. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est d'attaquer à 2, 3 maximum. Et c'est très difficile quand on voit que Marseille se repliait à 5-6 joueurs. On était forcément en infériorité numérique et ça pose un gros problème. Didier, est-ce que ça c'est est-ce qu'on peut considérer que le discours de Gustavo Poyet, l'entraîneur des Girondins, c'était ce qu'on a vu sur le terrain, ou c'est les joueurs qui n'ont pas réussi à amener plus
je suis pas sûr que ce soit celui-là. Je suis sûr que dans son discours, c'est de continuer à vouloir gagner, de continuer à avoir des résultats positifs. Mais voilà, je pense qu'il y avait une certaine crainte de Marseille et ça s'est vu aussi sur les actions offensives. Quand je dis qu'ils restaient à 1 mètre, ça veut dire que quand on sortait, exactement ce que vient de dire juste avant, c'est que Florian juste avant, c'est que il y a eu cette crainte de pas laisser d'espace et ça a limité le choix offensif de tout le monde. Après, c'est sûr que si tu es solide et que tu arrives peut-être à la mi-temps à 0-0, et c'est peut-être différent parce que le but il est pris sur coup de pied arrêté, sur un détail, sur un coup de pied arrêté. Florian, avant l'émission, il m'a dit bon, le 4-3-3, j'en peux plus de voir ces 4-3-3 sur les terrains de Ligue 1, puisqu'il y a pas mal d'équipes qui jouent avec ce 4-3-3, hein, c'est ça. C'est l'équipe de France qui l'a révolutionné, ça à l'époque de Laurent Blanc, quand il a mis Matuidi, Pogba, Cabaye, tout le monde s'est mis à faire du 4-3-3, donc c'est devenu la mode un peu. Toi, Didier, ton œil de coach sur ce 4-3-3. Le 4-3-3, ça dépend des joueurs que vous avez, voilà. Après, il faut être très prudent avec ça parce qu'un 4-3-3 dans le match, il se transforme en 4-2-3-1, il peut se transformer en 4-1-4-1, voilà. Donc c'est pas non plus un schéma fixe. Quand il est bien animé, il peut y avoir de la percussion, il peut y avoir être solide défensivement. Voilà, bon, après c'est pas un 4-4-2 non plus. Voilà, donc c'est un mix entre un jeu défensif et un haut jeu offensif parce que les trois du milieu, suivant l'orientation que vous leur donnez, suivant le profil qu'ils ont, ça peut être un schéma complètement différent. Il y a Dinosaure sur Twitter qui nous dit c'est surtout notre milieu de terrain qui a été bouffé par la paire Gustavo Zambo. Il y a Drive 151 qui nous dit le coach Tolo voulait savoir comment Bordeaux réagirait si on était mené au score. On a vu l'importance de marquer en premier. Oui, c'est juste. Chaque fois que Bordeaux a marqué en premier, mais même avec Josselin, à chaque fois que Bordeaux a marqué en premier, Bordeaux a fait des résultats. Chaque fois que Bordeaux a pris le premier but, je suis pas sûr qu'il y ait une victoire après avoir pris le premier but. Donc il faut être bien dans le match, marquer le premier but pour que Bordeaux se sente bien. Mais on a vu sur ce match-là, en tout cas, que les trois milieux de terrain, pour revenir à eux, ont joué constamment de haut jeu. Il n'y a pas eu de ballon. Les seules fois où Bordeaux a pu jouer, c'est quand il y a eu une ou deux passes en diagonale, où on a trouvé Malcolm en diagonale ou un milieu en diagonale, qui a pu mettre aussi Marseille en danger, parce que pour eux, c'était aussi assez facile d'aller presser sur un joueur qui est de haut jeu. Ils ont été pris dans l'agressivité, ouais. Ils ont été pris dans l'agressivité au milieu quand ils avaient le ballon, c'est-à-dire que eux défensivement ont plutôt bien défendu parce que on a eu un bon Otavio qui a gratté des ballons, on a eu un peu de Raguer qui a mis de l'impact, mais par contre dès qu'ils avaient le ballon au pied, ils avaient tout de suite quelqu'un, notamment Luis Gustavo et Anguissa, qui ont un vrai travail d'harcèlement, mais Ité aussi du coup qui a eu une influence quand même qui a été moindre que sur les derniers matchs. Et ils ont eu beaucoup de mal à enchaîner, à servir de relais, quoi. Si on prend les Raguer et Maïté, si on fait le point sur le match, je suis pas sûr qu'ils aient pris un ballon en avançant. Ils ont pris les ballons dos au jeu adverse et c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas aussi des profils qui peuvent éliminer très rapidement. C'est des profils qui sont capables de se projeter vers l'avant, ballon au pied ou avec un peu de puissance. Mais c'est pas c'est pas quand même des fins techniciens. Ils sont capables de sortir d'une situation en étant au jeu. Justement, il y a eu beaucoup de réactions de supporters après ce match ou même pendant ce match qui indiquaient mais pourquoi Valentin Vada n'est pas testé dans ce milieu de terrain pour amener de la technique et du liant et sa capacité à éclairer le jeu. Après, Valentin a une vraie qualité technique, effectivement, mais c'est quelqu'un qui perd aussi beaucoup de ballons sous pression et dans ce contexte-là, face à c'est pas évident. Le problème, voilà, c'est que l'un des défauts de Valentin, c'est aussi dès qu'il est sous pression, etc., de perdre pas mal de ballons, d'avoir des imprécisions techniques. Donc, est-ce qu'il aurait apporté un plus?
On sait pas. Mais Après, il est intéressant dans le jeu de à un moment transition donné, faut le rapide. Là, il est relancer. très intéressant, quoi. Faut le relancer. À un moment donné. On dirait qu'il paye sa faute contre Lyon, sa balle perdue qui a mené le but de Nabil Fekir. Qu'est-ce qu'il avait fait et depuis, contre on Lyon? le revoit plus. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce quand que tu même. dis, On Manu? dirait qu'il paye un peu sa faute qu'il a fait contre Lyon, la balle perdue, et depuis on le revoit plus sur le terrain. Il a Il été n'a relancé plus en qu'à décembre, quand aligner. même. Il a été relancé en décembre. Je trouve ça vachement terrible pour lui. Donc pour moi, il faut le relancer. Peut-être pas contre Marseille, mais contre des équipes un peu plus abordables entre guillemets, parce que l'avoir mis comme ça sur le banc et le plus le revoir, je trouve ça terrible. Après, moi j'ai un avis un peu différent là-dessus. Je veux dire, si la faute contre Lyon, ok, elle peut être là, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense qu'il y a un œil neuf qui est là, qui a pas d'a priori sur les joueurs, et que peut-être aussi qu'il faut lui en fasse peut-être un peu plus. Mais on a vu que aussi, même si Marseille est en gestion, on a vu que dans ce match, quand il est passé à 2 attaquants, peu de temps que Bordeaux est passé à 2 attaquants, Bordeaux était plus dangereux. Ouais, justement, j'allais venir à ce changement de stratégie. Florian? Ouais, mais justement, on revient à ce 4-3-3 et ce changement de stratégie. C'est pas le système en soi, moi, qui me dérange, mais ce sont les joueurs qu'on a pour jouer dans ce système. On veut se servir de ce système-là pour jouer rapidement en contre. Mais je pense que c'est quand même extrêmement difficile. Il faut avoir des joueurs très techniques. Ça en très peu de touches de balle, il faut qu'on se projette vers l'avant. Et ça demande des premières passes très précises et voir la deuxième aussi, la troisième évidemment. Mais je veux dire par là qu'il faut absolument être très rigoureux techniquement. Et Valentin Vada dans ce système-là, qu'est-ce qu'on lui demande? Si c'est à 3 milieux de terrain, peut-être d'être un peu plus avancé, mais c'est un peu un poste de récupérateur aussi qu'il a parmi ces 3 joueurs-là, notamment sur un match à l'extérieur à Marseille. On voit bien que ça lui réussit pas du tout. Par contre, peut-être Vada dans un poste plus avancé, mais vraiment plus avancé, c'est-à-dire vraiment de joueur offensif, là, effectivement. En numéro 10. Voilà, avec des attaquants alimentés, ou au moins un attaquant avec lequel il peut combiner. Là, ça m'intéresse davantage que de l'imaginer dans le milieu à 3, auquel il a participé. Et ça marchait pas bien l'année dernière au départ. Enfin, il a eu du mal à La deuxième partie de saison, ça avait été deuxième mieux, partie de mais saison, avec pareil avec du déchet, quoi. Voilà. C'est beaucoup de prises de risques, beaucoup de jeux vers l'avant. Après en 10, il y a joué quand même au mois de décembre, il y a fait 2-3 matchs. D'ailleurs. Ça avait été bien contre Saint-Etienne. Après, je sais plus contre qui, ça avait été plus difficile pendant l'absence de Malcolm, parce qu'il a une vraie relation technique avec Malcolm aussi, qui avait été intéressante contre Saint-Etienne et le 3e match qu'il a fait. J'ai un trou. Mais après, il avait eu un petit creux où il avait un peu disparu aussi. Bon, après, c'était une période qui était pas facile. C'est Montpellier l'autre match. Et oui, c'était ça, ouais. Montpellier, Ouais, ouais, c'était ça. 0. Ouais. Mais je voudrais remarquer juste un truc, c'est qu'il a bien marché, Vada, tu en parles de deuxième partie de saison, quand Sankaré est arrivé. Oui. Et avant, c'était plus compliqué avec Plasil et Toulan, si je me souviens bien, parce que on avait 2 joueurs. Après, il jouait surtout à 2. Hein. Il jouait à plat en première partie de saison. Et au 4-3-3, c'était début janvier. Ouais, sur le moment où ça a basculé, ça marchait mieux avec Sankaré, qui est quand même un peu récupéré. Enfin, quand même quelqu'un qui est capable davantage de récupérer le ballon que lui. De l'impact. Ça le libère un peu plus. Toi, Didier, du coup, tu trouves que le changement de système en deuxième mi-temps était plus bénéfique au jeu des Girondins? Ouais, mais il est plus bénéfique dans cette configuration de match. Après, on peut pas dire que sur les derniers matchs, ça a été négatif par rapport aux Girondins. Voilà. Après, peut-être que le seul regret qu'on peut avoir sur cela, c'est que sur ce match-là, il y avait rien à perdre. Voilà, et avec 4 victoires, Bordeaux était plus. Et Marseille n'était pas dans un grand jour, donc là, il y a un regret aussi par rapport à ça, c'est que. Il y avait aussi le match d'Europa League qui avait été joué jeudi. Peut-être que c'était le moyen de les mettre tout de suite sous pression, peut-être les faire douter beaucoup plus rapidement que là, les asseoir finalement dans leur corps fort qu'ils ont depuis quelque temps. Ouais, je trouve, moi, franchement, dans le dernier quart d'heure, je me suis dit qu'on pouvait peut-être arracher le nul, hein, même si on s'est créé peu d'occasions. Hein. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu des vraies opportunités, mais il y a eu ça aussi, c'est un défaut dont on a beaucoup parlé de la saison dernière, en début de saison, avant que ça parte vraiment dans la spirale, mais c'est un manque de justesse à la finition, parce qu'il y a 2-3 coups, je vois Camano à un moment, je sais plus si c'est pour Martin Brezouagne, mais qui a vraiment une passe à faire, qui est pas simple, mais qui est, voilà, ce qui peut être décisive et qui met le ballon un mètre trop devant. Il y a un centre au moment de Sabali aussi intéressant et il est pas ajusté. Donc sur la deuxième mi-temps, il y a eu des coups. Il y a eu des coups avec des dernières passes qui ont été mal ajustées, un manque de justesse voilà, qu'il y avait peut-être moins eu sur les derniers matchs, parce qu'ils ont été super efficaces quand même sur les matchs de Strasbourg, d'Amiens, ils ont eu une efficacité maximum. Et là, sur les 2-3 coups, il y en a pas eu 50, mais sur les 2-3 coups intéressants en deuxième mi-temps où voilà, il y a eu ce manque de justesse, cette mauvaise passe, etc. Mais il y a eu 2-3 opportunités quand même
d'aller, et puis des coups de pied arrêtés aussi, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a quand même, j'ai souvenir de 2 coups francs intéressants obtenus par Malcolm. Ils ont 3-4 corners, mais qui sont pas bien tirés, qui n'aboutissent à rien. C'est vrai que quand vous jouez à Marseille, comme ça, dans ce cas-là, bon, c'est des occasions qu'il faut fructifier, quoi. Mais on en revient à une chose, c'est que tous ces petits détails de coups de pied arrêtés, de centre, sont à mon avis beaucoup plus. Il y a une plus grande liberté quand Bordeaux mène que quand Bordeaux est mené. Ok, bon, ben c'est parfait. Dernier point, Didier, avant de te libérer. Moi, je trouve qu'il y a une vraie chose positive à retenir de ce match, c'est la solidité de notre défense et de notre gardien de but. Et je vais te demander ton avis, Didier, là-dessus. Est-ce que tu penses que Costil, il a marqué des points pour intégrer le groupe France sur ce match-là et sur son début d'année 2018 jusqu'à ce match face à Marseille? Mais je pense pas qu'il ait été si mauvais en début de saison. Je l'avais déjà d'ailleurs dit. Aujourd'hui, il fait partie des gardiens qui peuvent prétendre à aller en Coupe du Monde. Oui, bien sûr, puisqu'on sait que Didier Deschamps est assez conservateur aussi là-dessus. Je trouve que depuis qu'il est capitaine aussi, il a pris aussi de l'assurance. Il a un axe central assez fort devant lui aujourd'hui et on voit un très beau Costil. Mais on a bien fini après... sur Europe 1. Oui, alors j'ai Lucas qui... J'ai rien dit. Non, voilà. J'ai rien dit. C'est le micro qui est sensible. Vas-y, Didier, j'ai rien dit, moi. Voilà, donc ouais, pourquoi pas. Après, j'ai vraiment envie de dire qu'aujourd'hui, ce que je dis pour les Girondins, il y a ce match de Marseille de perdu. Il faut pas tout jeter parce qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes ces 4 derniers matchs. Il faut pas être non plus euphorique parce qu'il y a encore 2 matchs importants à jouer avant de pouvoir s'extraire de cette zone-là. Et pour Costil, c'est exactement pareil. Je veux dire, c'est des périodes où ça va mieux, mais moi, en football, il faut être régulier toute une saison, quoi. C'est ça. Bon, écoute Didier, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Ouais, désolé de pas être avec vous, mais écoute, c'est pas grave, ça peut des choses qui arrivent. Merci à toi et puis on te retrouve sur les réseaux sociaux et puis la semaine prochaine avec nous. Ok. Allez, salut Didier, salut coach. À bientôt. Oui, justement, Nicolas Costil, pour répondre à cette question, est-ce que tu penses qu'il a marqué des points? Moi, je trouve qu'il a fait vraiment, plus ça va, plus ses prestations sont abouties. Depuis un mois, il dégage quelque chose de plus par rapport à la première partie de saison, parce qu'effectivement, la première partie de saison, on peut pas dire qu'il était mauvais, que voilà, il était pas décisif. Sur 2-3 coups, je suis pas un expert du poste de gardien, mais sur 2-3 coups, on se dit, là, il aurait pu aller soulager la défense, aller être plus présent dans sa surface, et il y était pas. Mais après, ça rentrait tout dans un cadre de fragilité défensive, de fébrilité, et lui n'était pas décisif. Et c'est vrai que depuis début janvier, on sent depuis le match contre Troyes, même Granville, il arrête le penalty à Granville, il a pris confiance au fil des matchs, donc même à ce niveau-là on peut prendre confiance, la preuve, et du coup ça ressort avec des arrêts décisifs, mais aussi avec une présence dans sa surface. Il y a une ou deux sorties en deuxième mi-temps où il va chercher les ballons, où vraiment il dégage plus quelque chose. Après, sur l'équipe de France, soyez tranquille, la hiérarchie aujourd'hui elle est arrêtée, 1, 2, 3, 4, il est numéro 4 et il sera à la Coupe du Monde si l'un des trois devant. Donc le 1, c'est Hugo Lloris en numéro 1, Steve Mandanda en numéro 2 et Alphonse Areola en numéro 3. Voilà. Donc s'il y a un pépin, il ira. Si ça reste comme ça, malheureusement pour lui, il sera peut-être réserviste s'il décide de prendre un 4e gardien pour le début de la préparation, soit il n'ira pas. Ok. Je vous coupe, messieurs. Frédéric Dehu est au téléphone avec nous. Ok, parfait. On continuera je te donnerai la parole sur Costil tout à l'heure. À toi aussi, Flo. Avec plaisir. Et comme on a la chance et l'honneur d'avoir Frédéric Dehu, on va l'accueillir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Talk Web Girondin. Alors c'est vrai que ça peut paraître curieux de venir parler des Girondins, d'appeler Frédéric Dehu pour parler des Girondins. Oui, il a joué à Marseille, donc c'est crédible. On vous a vu jouer quelques fois à Bordeaux face à nos Girondins. Merci encore et c'est Martin et Louis qui vont se charger de votre interview et puis on interviendra certainement avec eux. D'accord, merci à vous de m'accueillir déjà.
Écoutez, parfait. Allez, Bonjour, je vous laisse avec. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes déjà. Et tout d'abord, on voulait savoir comment vous alliez et qu'est-ce que vous faites maintenant. Je vais très très bien, merci. Écoutez, pour l'instant, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur qui me permettent d'entraîner tout le monde non professionnel, le monde amateur. Parce que avant de passer le dernier diplôme, je souhaiterais avoir une expérience et puis par la suite essayer d'intégrer bien entendu une structure professionnelle. Et puis sinon en parallèle de ça, j'ai une société d'événementiel où je réalise des événements toujours dans le domaine du sport parce que ça c'est dans le domaine du golf et du foot. Très bien, merci. On voulait savoir si vous aviez connu Didier Tolo quand vous jouiez à Lens et que Didier jouait à Saint-Étienne à l'époque. Alors il faut savoir, Frédéric, que Didier Tolo participe à ces émissions au Talk Web Girondin depuis qu'on est sur Eau de Radio. Et alors malheureusement, il n'est pas en plateau ce soir. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous pose cette question. J'ai plus un souvenir sur des confrontations plutôt Lens-Bordeaux. Que de Lens Saint-Étienne, à vrai dire. Mais oui, j'ai joué contre Didier à certaines reprises. Il était difficile à marquer ou pas du tout vous jouiez avec lui? Pas du tout. Voilà. À vrai dire, Didier a plutôt des caractéristiques qui allaient à l'encontre des miennes, c'est-à-dire un joueur relativement un peu petit puis relativement vif, donc qui n'est pas forcément les meilleurs joueurs qu'on aime affronter quand on est grand et puis pas trop rapide, ce qui était mon cas. Donc non, c'était et surtout un joueur sur lequel il fallait avoir une vigilance parce que quelqu'un qui était relativement présent dans la surface de réparation. Donc voilà. Donc en début d'émission, on a un peu débattu sur le match Marseille-Bordeaux. On sait que vous avez joué à Marseille. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du match de dimanche soir? J'ai trouvé les Bordelais bien en place, mais sans pour autant prendre beaucoup de risques. Je pense qu'ils se contentaient dans un premier temps du point de match nul, ce qui est dommage parce que je pense qu'ils avaient des atouts pour contrarier les Marseillais. Et puis on a trouvé des Marseillais relativement réalistes, mais qui sont dans une bonne forme actuelle. Et puis voilà la performance qu'ils ont pu mettre, qu'on a pu voir dimanche, confirme un petit peu leur allant actuel. Oui, donc vous avez joué de défenseur central. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un joueur comme Luis Gustavo qui ratisse tous les ballons devant la défense là? Ça doit soulager une défense un peu, un joueur comme ça. Ça soulage, oui, effectivement. Ça facilite un peu le travail défensif. Et c'est sûr que c'est des éléments qui sont très très précieux dans une équipe parce que là je suis en train de regarder le match Barcelone-Chelsea quand vous avez des joueurs comme Luis Gustavo, quand vous avez Kanté, des joueurs qui ratissent énormément de ballons durant un match. C'est sûr que sur le travail défensif pour les défenseurs purs, ça soulage. Et toujours concernant le match de dimanche, c'est vrai que depuis le début de saison, dans l'équipe de Marseille, il y a vraiment deux joueurs qui sortent du lot, c'est plutôt Florian Thauvin et Luis Gustavo. Est-ce que pour vous, ce sont vraiment maintenant des top players? Oui, je pense que si cette année l'Olympique de Marseille est à ce niveau-là, c'est en majeure partie par rapport aux prestations de ces deux joueurs, mais sans oublier le collectif. Mais quand on fait un bilan actuel sur les statistiques de Florian Thauvin, il me semble que c'est 15 buts et 12 passes décisives, quelque chose comme ça. Ça démontre la forme depuis le début de saison du joueur. Et puis après, sans reparler de Luis Gustavo qui est venu apporter son expérience et puis sa qualité footballistique. Ouais, nous à Bordeaux, on a un peu aussi nos top players à nous, ça pourrait être Malcolm et le petit Koundé qui monte en puissance. Est-ce que vous, à Bordeaux, il y a des joueurs qui vous ont sauté aux yeux, notamment au match contre Marseille? Oui, Malcolm, on commence à le connaître, avec ses caractéristiques, sa technique, sa vitesse d'exécution. Je pense qu'il a été un peu timide, malheureusement, sur le match de Marseille pour l'équipe girondine. Mais après,
Oui, il y a le jeune Koundé qui pour l'instant qui devient titulaire indiscutable sur les derniers matchs, mais il lui faut encore acquérir de l'expérience et de la maturité, mais il démontre de bien belles choses. Et donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, là vous regardez devant le match Chelsea-Barcelone, de 0-0 toujours pour l'instant. Oui, toujours 0-0, on arrive. On ne sait jamais si les gens nous écoutent qui regardent pas le match. Donc justement, on ne peut pas passer à côté de la Ligue des Champions. Vous avez côtoyé Guardiola, vous avez joué au PSG, vous avez joué à Barcelone. Est-ce que pour vous, parmi ces trois clubs, donc City, PSG et Barcelone, est-ce que vous voyez un favori et pourquoi? Oui, je pense que les équipes entraînées par Pep Guardiola sont toujours favorites. Je pense que cette année, Manchester City a fait déjà une très très bonne saison, mais démontre d'énormes choses au sein du championnat anglais. Maintenant, ça restera à démontrer au niveau européen, mais c'est vrai que ça fait partie des équipes qu'on verra certainement dans le dernier carré et peut-être aller au bout de la compétition. Donc vous l'avez dit en début d'interview, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur, et quand vous voyez justement votre ancien coéquipier Pep Guardiola, donc il a réussi avec Barcelone et maintenant il réussit avec City, ça vous donne pas des envies d'entraîner là? Disons que faut oui, faut voir les choses un petit peu comme elles le sont. Je pense que dès le départ, lui, c'était quelque chose qui était ancré en lui, qu'il avait envie de poursuivre après sa carrière de joueur. Moi, c'est venu un peu sur le tard, c'est-à-dire que dans un premier temps, il a fallu que je me prouve à moi-même que j'étais capable de faire autre chose. Donc, et j'avais justement envie d'une autre expérience en dehors du milieu du foot. Et puis, c'est vrai qu'on revient toujours à son premier amour, c'est-à-dire que maintenant, j'ai envie de faire partager tout ce que j'ai pu connaître et puis aussi essayer de mettre en place certaines idées, même s'il n'y a rien de révolutionnaire, mais on a toujours envie de mettre en pratique un petit peu ce qu'on apprend. Oui, bonsoir Frédéric. J'aurais une question à vous poser, moi, sur une question un peu drôle, mais avec un peu de recul. Est-ce qu'il y avait pénalty sur Dugarry en 2002 en Coupe de la Ligue? Au Parc des Princes? Voilà, c'est ça, c'était au Parc des Princes. Est-ce que vous lui avez déjà posé la question? On n'a jamais eu l'occasion de l'avoir encore ici, mais ce serait pas mal, comme ça après on aurait aussi son avis. Alors, vous savez très bien comment c'est dans le monde du foot. Vous avez la personne qui commet la faute qui va dire qu'il n'y avait pas faute, et puis il y avait celui qui l'a subi qui va dire qu'il y avait faute. Donc c'est un peu difficile. Mais moi, à mon avis, certes, j'ai les deux pieds qui sont décollés, mais je tacle pas le joueur, je tacle en opposition. Donc après, maintenant l'arbitre a sifflé, et puis on ne pourra plus revenir sur la situation. C'est un fait de jeu qui nous a coûté cher à l'époque, mais c'est comme ça. Il était difficile à marquer, Dugarry, justement? Oui, c'était quelqu'un qui était relativement pénible par son jeu et puis aussi par sa corpulence. Un joueur compliqué à avoir au marquage. Une question, Nicolas, pour Fred? Ouais, je vais rester un petit peu dans l'actu. Bonsoir. Je crois que vous vivez à côté de Nice maintenant, toujours? Oui. Oui. Voilà. Vous avez un regard sur cette équipe et ce club-là qui fait son bonhomme de chemin, qui a une saison un peu plus difficile, et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui là? C'est un club qui grandit petit à petit. Je pense qu'ils sont conscients des possibilités et des moyens qu'ils se donnent. Je pense qu'ils sont aussi très attirés par la relance d'anciens, pas d'anciens, mais de joueurs qui se laissent de temps en temps griser par le fait d'entrer dans des grands clubs ou de relancer des joueurs en perdition, et ça a très très bien fonctionné sur les 2 dernières années. Et puis cette année c'est un peu plus compliqué par les résultats, mais là ils reviennent quand même. Mais c'est sûr que en rapport à l'année dernière, à la saison dernière plutôt, ils ont perdu des joueurs qui étaient très performants. Donc c'est sûr que pour eux ça a été difficile, et en plus je pense qu'ils n'ont pas réussi à les remplacer comme il se devait. D'accord, Frédéric, on a une dernière question pour vous. On voulait savoir si quand vous jouiez à Lens, vous avez eu Bordeaux, vous faisiez les œufs doux, est-ce que vous avez eu l'opportunité de jouer à Bordeaux en tant que joueur, bien évidemment?
oui, à trois reprises. À 3 reprises, pourquoi vous y êtes pas allé alors du coup? Les 2 premières fois, c'est pas contre ma volonté, c'est simplement mon président qui ne souhaitait pas me laisser partir. Et puis la dernière fois, c'était justement après mon passage à Barcelone où je devais signer à Bordeaux, mais ma signature se faisait suite à un départ qui était dans les petits papiers de Sylvain Wiltord à Arsenal. Et puis, malheureusement, ça a tardé, et donc mon arrivée à Bordeaux ne s'est pas faite. Dommage. Du coup, le PSG, le Capitana, voilà. Voilà, exactement, un autre choix, mais en toute sincérité, Bordeaux a toujours été un club qui m'a attiré. En tant qu'entraîneur, là. Ah, écoutez, pourquoi pas, on verra ça. Mais non, c'est un club que j'ai toujours apprécié, et je pense qu'en plus de ça, c'est un club dans lequel on peut s'épanouir et qui donne les moyens aux joueurs de s'épanouir surtout, et puis certainement aux entraîneurs. Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour ces quelques minutes au téléphone. Et puis bonne continuation, et puis peut-être à bientôt merci, sur les terrains. Bonne continuation à vous aussi, et puis à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Et oui, Frédéric Dehu a failli venir au Girondins de Bordeaux. Ça aurait été pas mal, ça, non? Ouais, ça aurait été une bonne recrue. Il était quand même assez fin techniquement, il était costaud, mais il savait jouer au ballon quand même. Ouais, c'est un super joueur quand même, c'est vrai que c'était un top joueur. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que l'année dernière il y avait le match des légendes au Camp Nou avec tous les grands joueurs de Barcelone contre une sélection mondiale, et c'est lui qui a marqué. Ouais. c'était rigolo, mais c'était un très beau joueur. Une sacrée carrière, il a marqué la Ligue 1 et était international aussi. Hein. Il a quelques sélections, pas beaucoup, mais il est tombé à une époque où c'était quand même compliqué d'avoir des sélections. Quand même. Manu, t'as connu toi Fred Dehu? T'es trop jeune, non? Quand je commençais à suivre le football, Dehu était à Paris ou quitté Barcelone, il me semble. Et c'est un défenseur qui m'a beaucoup marqué, que j'apprécie beaucoup. Et en plus, il est venu à l'OM, donc je ne pouvais que apprécier encore. C'est vrai. Alors, on parlait, donc il reste encore 6 minutes pour la fin de cette première partie. Vous pouvez réagir toujours sur le hashtag WGLeTalk sur Twitter. Vous pouvez nous écouter donc bien sûr O2 Radio 91.3 sur la FM et sur webgirondin.com. Manu, il y a des réactions? Oui, tout à fait. Dinosaure qui revient sur le sujet Costil. Costil, depuis qu'il a dit dans une interview, le gardien de Bordeaux, c'est moi, j'ai les épaules pour. J'ai l'impression qu'il est réellement arrivé à Bordeaux un transfert 6 mois après son transfert. Moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que pour moi, Costil n'a pas été aidé par une défense centrale qui a été assez minable pendant quelques semaines. Donc, il n'a pas pu montrer toute l'étendue de ses qualités. Une fois que la défense est bien stabilisée, que l'équipe s'est bien stabilisée, là, on a pu voir le vrai Costil, qui est pour moi un très très grand gardien. Donc, l'équipe de France, il peut franchement y aller. Après, pour la Coupe du Monde, ça me paraît compliqué parce que je pense que Laurent Blanc, Didier Deschamps aura l'idée de mettre en réserviste Alban Lafont ou voir Benjamin Lecomte de Montpellier qui est vachement apprécié. Donc, pour moi, l'équipe de France, Costil, du moins pour la Coupe du Monde, c'est un peu mort. Flo, sur Costil, tu t'es pas exprimé? Sur Costil, je trouve qu'il y a un changement d'état d'esprit. Je le trouve beaucoup plus serein, moins nerveux. Il est beaucoup plus sûr de lui, je trouve, et peut-être le Capitana lui a permis de prendre un peu d'ampleur. Après, oui, je te coupe, mais juste quelque chose qu'on n'a pas évoqué là le concernant, c'est qu'il y a eu une période d'adaptation, une vraie période d'adaptation, parce que pour lui, il a dû faire son deuil, même s'il le fera passer, c'est pas aussi fort, et voilà, de Rennes, le passage, et je crois que son passage sur le banc, qui lui a mis un gros coup dans la figure, même s'il le dit pas comme ça, lui a fait du bien dans un sens où il s'est dit, mais là, où est-ce que je vais? Et je crois qu'il a décidé, c'est exactement ce qu'il a dit chez nous, on fait notre pub, mais j'ai les épaules pour. Je pense qu'il est revenu en janvier, et bon, j'ai eu de son entourage un peu cet écho-là en disant voilà, le gardien des Girondins, c'est moi, je vais le montrer. Et ça a ajouté un truc. Alors, ça veut pas dire qu'il était mauvais avant, mais ça a ajouté un truc. Je pense qu'il y a eu aussi un déclic mental. Le brassard, où il a aussi vraiment pris de l'envergure. Il a voulu montrer ce leadership qu'il a peut-être eu sur la première partie de saison, mais de façon un peu plus diffuse. Et ouais, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose, et que cette mise sur le banc a aussi eu un impact. Et le tout début aussi, quand les gens criaient Carasso, que les gens soutenaient encore Carasso, faut pas l'oublier, sur les réseaux sociaux. Oui, le passage de témoin, c'est mal fait entre les deux. Moi, je me souviens
quand j'étais avec toi, quand j'étais community manager de Web Gironda, dès qu'il y avait un post sur Costil bon ou pas bon, c'était des Carasso revient, Carasso tu mens. Faut pas être bête. Les joueurs, ils lisent tout ça. Les joueurs ont un impact et quand ils voient qu'ils font des bons matchs, qu'ils arrivent, et qu'on voit quand même l'ancien gardien, mais mine de rien, ça mine un peu l'esprit des joueurs. Moi, j'avais aussi. trouvé qu'il avait un peu surréagi quand il était parti. C'est pas ça. Justement, il a surréagi, ça faisait partie de son adaptation. Je pense qu'il l'a mal vécu. Et je pense que quand il est revenu, il a dit bon ça maintenant, je vais montrer, j'oublie tout ça, je mets ça de côté et tout. Mais je pense effectivement que ça, moi je suis même sûr, ça, il le dit lui-même qu'il a pas très bien vécu sur le début. Et je pense qu'il a décidé de mettre ça de côté et d'oublier, et que ça a participé aussi à ce charisme un peu qu'il a supplémentaire depuis le début de saison, depuis la reprise de janvier, et sur l'impact. Bon, il y a pas mal de choses, mais après il faut se rappeler que les débuts de Carasso n'avaient pas été très simples à Bordeaux, que les débuts de Larry Gramé n'avaient pas été très simples à Bordeaux, et que un changement de club, ça se fait, surtout quand on a été 6 ans dans un club, ça se fait pas quand même en claquant des doigts, quand on n'arrive pas en disant salut, c'est moi. Quand tu passes de Rennes à Bordeaux, c'est une belle différence des clubs. Oui, non. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand tu passes de Bordeaux à Rennes, bon, tu peux entre guillemets plus facilement t'adapter. Il y a un standing supplémentaire. Bien sûr, c'est un garçon qui est réservé, donc c'est pas quelqu'un qui est arrivé en disant c'est moi et faites-moi la place. C'est quelqu'un qui a un caractère plutôt réservé, plutôt voilà. Donc il y avait cette période d'adaptation. Avec l'ambition de la Coupe du Monde. Adaptation aussi. Donc ça après c'est sur l'aspect mental. Après sur l'aspect sportif, effectivement, il y a aussi l'explication de la solidité défensive quand même qui est aussi importante. Et je crois que l'aspect mental est très important chez lui. C'est quelqu'un qui a l'air à fleur de peau. Donc après c'est aussi ce qui se dit de lui, c'est que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup de confiance et qui marche comme ça, qui est assez sensible et qui marche à la confiance. Et je pense que au départ, il était peut-être pas dans les bonnes dispositions pour être performant, je pense. Pour X ou Y raison, j'ai pas de raison avancée particulière, mais moi je le sentais très tendu, très énervé. Il était un peu méfiant. Il était sur la défensive. Et là, je trouve qu'il s'est transformé par rapport à ça. Et il est beaucoup plus serein. Et effectivement, je trouve que depuis qu'il est comme ça, il est beaucoup plus performant dans les cages. Et c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'attendaient les gens. Surtout, c'est de le voir quand même faire des arrêts décisifs. Je trouve qu'à Marseille, il en a fait quand même quelques-uns. Heureusement qu'il est là. Il nous maintient dans le match. Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, une présence dans la surface, des sorties, des anticipations, etc. Il y a du mieux, vraiment du mieux incontestablement. Allez, on va parler dans la suite de l'émission. Florian, tu m'as dit de Malcolm en meneur de jeu, pourquoi pas, on en parlera. Là, on arrive à la fin de la première partie. On va faire une pause musicale de 2-3 minutes. Pas plus. On aura Élise au téléphone. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendue. C'est vrai, elle manque. Et voilà, elle manque même.